Ça. Merci Vincent, bonsoir, bienvenue dans le débat de France 24. Laurent Fabius est à Niamey au Niger, 5 jours après les attaques qui ont frappé les localités d'Arlit et d'Agadez et fait une vingtaine de morts. Alors ces attaques posent à nouveau la question du succès ou non de l'intervention militaire française au Mali. Cette opération finalement n'a-t-elle pas déplacé le problème du terrorisme, des terroristes qui auraient trouvé refuge aujourd'hui dans le sud libyen? Le Niger, le Tchad notamment, sont-ils aujourd'hui menacés? Eh bien on va en parler ce soir avec nos invités. Avec vous, Mathieu Guidard, bonsoir. Vous êtes professeur des universités et spécialiste de l'islamisme radical, auteur des Cocus de la Révolution, et c'est aux éditions Autrement. Samuel Laurent, bonsoir. Vous êtes consultant international. Vous êtes l'auteur de Sahélistan, de la Libye au Mali, au cœur du nouveau djihad. C'est aux éditions du Seuil. Et vous étiez, je crois, au mois de février et mois de mars, dans le sud libyen, où vous avez notamment rencontré des terroristes. Vous nous raconterez votre expérience. Je dis, voici l'histoire d'un périple qui devait rester confidentiel, au même titre que toutes mes missions précédentes. Mais face à ce que j'ai découvert, le silence n'était plus une option. Antoine Glaser, bonsoir, journaliste, écrivain, spécialiste de l'Afrique, auteur de Sarko en Afrique, et c'est aux éditions Plomb. Gérard Chalian, bonsoir. Vous êtes spécialiste de l'étude des conflits armés et des relations internationales et stratégiques, auteur de Vers un nouvel ordre mondial. C'est votre dernier ouvrage et c'est aux éditions du Seuil. Les attaques au Niger ont été revendiquées par le Moudjahou, cela même que la France, vous le savez, a combattu au Mali. Pour le président nigérien, pas de doute, les terroristes venaient du sud libyen. On écoute tout de suite le président Issoufou. Le foyer qui déstabilise aujourd'hui le Sahel se trouve en Libye. Je l'ai confirmé parce que les assaillants sont venus du sud libyen. Et cette attaque contre le Niger a été préparée en parallèle avec une autre attaque qui visait le Tchad. Voilà, je vous le disais, Laurent Fabius, lui, était à Niamey. Le chef de la diplomatie française propose une action commune avec Tripoli et les pays voisins pour lutter contre les groupes terroristes. On l'écoute. Il semble qu'il faille porter un effort particulier, ce qui est souhaité d'ailleurs par la Libye, sur le sud de la Libye. Et nous avons parlé d'initiatives qui pourraient être prises par les pays limitrophes en liaison avec la Libye. Et qu'évidemment, compte tenu de l'ampleur de la Libye, il peut y avoir, pas seulement dans ce pays, mais aussi dans ce pays-là, un certain nombre de menées de groupes terroristes. Et je sais que c'est aussi la volonté du Premier ministre libyen. Nous allons voir comment nous pouvons encourager une action commune avec les Libyens. Mathieu Guidard, qui sont ces terroristes qui ont frappé au Niger? Est-ce que ce sont les mêmes que l'on a combattus au Mali? Alors, sur les commanditaires, oui. Les commanditaires sont les mêmes qu'on a combattus au Mali. C'est-à-dire, on a aujourd'hui, puisqu'on a les revendications, il y en a le compte-rendu des différentes parties. Il s'agit d'un groupe qui s'appelle le Moudjahou, le Mouvement pour l'unité et le djihad en Afrique de l'Ouest, qui est formé de 2 brigades, dont l'une est commandée par un Mauritanien, l'autre par un Algérien, mais toutes deux étaient déjà combattaient la France au nord du Mali. Et puis vous avez une autre brigade qui est commandée par un Algérien qui s'appelle Belmokhtar, Mokhtar Belmokhtar, qui a fait sa réapparition. Dont on avait dit qu'il était mort, en tout cas ce qu'avaient dit les autorités tchadiennes. Oui, mais bon, les Français, la France n'a jamais confirmé cela. Là, on a la preuve qu'il n'est pas mort. Pour les commanditaires, donc, c'est bien cela. Pour les auteurs, je ne suis pas d'accord avec le président nigérien lorsqu'il affirme qu'ils viennent du sud libyen. On connaît l'identité, leur identité, en tout cas au moins des kamikazes qui ont fait, parce qu'il y a eu 2 attentats suicides, plus une prise d'otage avec un commando qui a pris en otage pendant 48 heures des officiers. Sur les commanditaires, on sait qu'il y en a qui venaient de Sahara occidental. Ça, c'est inquiétant pour l'avenir, en tout cas. Certains venaient du Soudan et certains venaient du Mali. Donc, on n'a aucun Libyen, en tout cas dans le commando, ou quelqu'un qui vient de Libye, en tout cas dans le commando qui a attaqué au Niger, Agadez ou Arlit. Voilà la situation. Donc, sur le fond, on a les mêmes qui ont combattu la France, qui ont commandité, planifié l'opération. Sur les exécutants, c'est plutôt des Maliens, des Soudanais et des Sahara occidental. Sahraouis peut-être, voilà.
Samuel Laurent, donc si j'entends bien Mathieu Guidère, sur les commanditaires, oui, ce sont les mêmes. Sur ceux qui ont exécuté, non. Ils ne viendraient pas donc du sud libyen. Vous êtes d'accord avec ça, oui ou non? Et surtout, la question, c'est même si on suit donc, ce que vient de nous dire Mathieu Guidère, il y a quand même des combattants du Mali qui se trouvent aujourd'hui au sud Oui, voilà, je libyen. crois que le fait de se focaliser sur l'identité des kamikazes, savoir s'ils étaient soudanais ou pas, vous savez, les Soudanais se sont retrouvés au Mali, des gens du Polisario également se sont retrouvés au Mali. Moi, j'en ai même côtoyé à Derna, dans le nord de la Libye. Donc, leur identité exacte, je crois qu'à la rigueur, c'est vraiment très secondaire. La question, c'est qu'en effet, il y a des djihadistes actuellement dans le sud de la Libye et que ces gens sont probablement venus de là. Et moi, personnellement, toutes mes sources sur le terrain, que ce soit des sources touareg, que ce soit des Arabes, ce qu'on appelle les Arabes Belan, les Arabes du désert, que ça soit les Tobous, tout le monde est d'accord pour dire qu'il y a eu donc un espèce de passage depuis Oubari, depuis les environs d'Oubari, jusqu'à une région qui est la passe du Salvador, qui se retrouve au confluent de l'Algérie, de l'Algérie, de la Libye et puis Vous les avez Niger. rencontrés, ces terroristes? Ces djihadistes? Oui, je les ai rencontrés, je les ai croisés autant que possible, malheureusement, à Oubari, etc. J'ai identifié des katibas qui leur appartenaient, j'en ai rencontré certains, j'ai croisé des infos sur place avec des Tobous qui les côtoyaient, notamment pour le trafic. Donc ces katibas, je veux dire, l'existence de ces katibas et de ces camps dans le sud de la Libye, il est avéré. Maintenant, c'est vrai qu'il y a un itinéraire qui a été tracé depuis Oubari, et qui est difficile aujourd'hui à questionner. D'ailleurs, il n'y a pas que le président nigérien. Je crois qu'il y a 2 mois, c'était le ministre des Affaires étrangères nigérien qui parlait justement d'infiltration et de risques terroristes depuis la Libye. Oui, la Libye, c'est un cas à part. Si le débat est sur la Libye aujourd'hui, on peut le faire. La Libye, non, mais il venait de la Libye, c'est ça. La question est, aujourd'hui, le débat, tout ne vient pas de Libye. Ah, mais voilà. Est-ce que les combattants, ceux qu'on a combattus au Mali, est-ce qu'on les retrouve aujourd'hui dans le sud libyen? Il y a un certain nombre. De toute façon, cela dépend des connexions des uns et des autres. Certains ont fui vers la Mauritanie, d'autres vers l'Algérie, d'autres vers la Libye, d'autres vers le Niger. Ça, cela dépend des connexions des uns. On peut les retracer un par un. Mais aujourd'hui, présenter la Libye comme étant la source de tous les maux de l'Afrique ou du Sahel, c'est faux. D'accord. Donc Laurent Fabius aussi, il ne dit pas la vérité lorsqu'il dit finalement que ces terroristes viennent du sud libyen, Gérard Chalian aussi. Tous les problèmes ne viennent pas donc du sud libyen aujourd'hui. Non, ils ne viennent pas de la Libye seulement. Ils sont venus collatéralement de l'affaire libyenne au démarrage. Oui. C'est-à-dire que dès que l'affaire libyenne est arrivée et que le régime s'est effondré, on s'est inquiété de la Mauritanie au Tchad de voir une dilution s'opérer parce que cette zone sahélienne, c'est une seule et même zone. Ces frontières n'existent pas véritablement. Elles existent d'autant moins, si vous voulez, que ce sont des zones de nomades, de transhumance, et qu'on s'y est toujours déplacé le plus librement possible. Et c'est pas d'hier, c'est avant même la colonisation. Donc, ce qui se passe au Mali peut très bien se passer demain au Niger, et ça s'est passé. Ça peut très bien atteindre la Mauritanie. Et le plus inquiétant, c'est si ça devait atteindre la zone du ex-Sahara occidental. Là, ça compliquerait infiniment les problèmes dans la mesure où Maroc comme Algérie seraient directement mouillés dans l'affaire. Antoine Glaser. Oui, ce qui est quand même, ce que je trouve encore plus, c'est inquiétant. Ce qui est inquiétant, c'est que finalement, ces pays ont besoin de se coordonner pour lutter contre le terrorisme. Et là, on voit avec cette petite affaire, qui est quand même de savoir d'où venaient c'est des djihadistes, de voir que le Premier ministre libyen dit « mais non, c'est pas du tout Ali Zellad, ils viennent pas de chez nous ». Non seulement il dit ça, mais en plus il tacle le président Issoufou nigérien en disant « mais vous avez… Saad, Kadhafi, l'ancien le fils du colonel Kadhafi. Donc vous voyez, ce qui est dramatique, ce qui est vrai, en disant vous n'avez qu'à l'extrader, ils viennent pas de chez vous, c'est vos problèmes à vous. Et c'est préoccupant. Même par rapport à la France, de voir finalement les États de la région, au lieu de se coordonner pour lutter ensemble... C'est le problème depuis le début, ça, j'ai envie de dire, Antoine Glaser. Il n'y a jamais eu de coordination finalement de la lutte contre le terrorisme. On parlait surtout des problèmes de l'Algérie, du Maroc par rapport au Sahara occidental qui ne voulaient pas se coordonner sur la lutte antiterroriste, mais on voit même des pays faibles de la région. Je veux dire, bon, les Tunisiens et les Algériens en ce moment sont en train un peu de se coordonner à leurs frontières, mais je veux dire, le fait qu'il y ait un problème entre la Libye et le Niger, vous voyez, et la France, en disant on va passer le relais africain dans la région, il y a de quoi être inquiet. J'ajouterais que la définition d'un djihadiste chez nous n'est pas la même qu'en Libye. C'est-à-dire en Libye,
presque tout le monde se réclame d'être un moudjahidine. Je veux dire, c'est pas la même mentalité. Et d'être un djihadiste en Libye n'a pas la même négativité, pour ainsi dire, qu'être un djihadiste de ce côté-ci de la Méditerranée. C'est tout à fait vrai. Donc ça change un peu la donne. Donc on peut dire, je pense que tout le monde va s'entendre sur le fait qu'il y a pas mal de djihadistes en Libye. Mais après de dire, est-ce que c'est des terroristes ou non ? Ça, c'est autre chose. Ouais. Est-ce qu'ils vont faire... Mais en fait, la question qui se pose, c'est finalement ceux qu'on a combattus. On a applaudi des deux mains sur l'intervention militaire française au Mali en disant que c'était un grand succès. En tout cas, c'est ce qu'ont dit les autorités françaises et de nombreux experts aussi. Et aujourd'hui, on a le sentiment, et d'ailleurs, c'est ce que craignaient aussi certains, c'est que ces terroristes finalement se diluent, traversent les frontières qui sont des frontières poreuses et qu'on les retrouve dans d'autres endroits et qu'ils déstabilisent d'autres endroits. Est-ce qu'aujourd'hui, par exemple, le Tchad ou le Niger ne risquent pas d'être déstabilisés ? Gérard Chaliand. Le Tchad, c'est autre chose. On en parlera du Tchad, Antoine Glaser. En ce qui concerne l'opération militaire en soi est un succès, au sens où vous recherchez des adversaires dans une zone sous-peuplée et vous en éliminez un certain nombre. Grosso modo, entre 450 et 500 sur probablement le triple qui, bien sûr, va se diluer. Vous voyez ce que je veux dire ? Il se dilue. C'est logique. Si on vous frappe quelque part, vous n'allez pas rester comme un veau à attendre qu'on vous achève. Non, vous partez ailleurs. Donc, effectivement, vous êtes présent au Niger, vous allez essayer d'être présent ici et là, et il faut faire du spectaculaire pour bien montrer que c'est pas terminé. Donc ce que vous nous dites, c'est qu'ils sont moins importants, c'est-à-dire que l'armée française, en gros, avec les Tchadiens, ont éradiqué une grande partie des terroristes, et qu'aujourd'hui, ce n'est plus que, c'est plus que résiduel aujourd'hui. Non, j'ai pas dit ça. J'ai dit un tiers. Donc ils ont effectivement frappé. Vous gagnez du temps, vous tuez des gens comme Abou Zeid qui sont des cadres importants. Fabriquer un cadre, ça prend des années. Et puis les autres, bien, ils sont dilués, on va les voir. Ça ne se termine pas, de la même façon que la reconstruction de l'État malien, c'est une paire de manches à laquelle il va falloir s'attaquer et qui va probablement demander des années. Il va falloir résoudre aussi le problème Touareg. En somme, c'est une histoire extrêmement compliquée. Il ne faut pas résoudre ça en disant, voilà, on n'a pas tout fini parce qu'on les a envoyés, ça devrait être réglé. Ça ne se règle pas. Les histoires de terrorisme ne se règlent pas de façon définitive. Une bonne fois pour toutes, il faut dire ça. Il faut dire aussi que il n'y a que les Africains qui peuvent aussi régler leurs propres problèmes. Je veux dire, les Maliens doivent régler leurs propres problèmes. De penser que de l'extérieur, vous pouvez comme ça intervenir sur justement des antagonismes, soit qui datent depuis des séculaires. Et les Touaregs demandaient leur indépendance au général de Gaulle déjà. Mais est-ce qu'ils ont les moyens, les Africains, de régler leurs problèmes ? Est-ce qu'ils ont les moyens ? Ils n'ont pas d'armée, l'État malien ? C'est là où le curseur est extrêmement difficile, en particulier pour la France et le président François Hollande, parce qu'au départ, vous voyez, l'opération militaire, au départ, François Hollande nous avait dit non, il n'y aura jamais un soldat français. Et finalement, dans l'urgence, on envoie 4000 soldats sur le terrain, et ensuite, et en ce moment, il y a la phase politique qui est pareille. Ça veut dire, au départ, la France veut absolument, en disant c'est aux Maliens de régler leurs problèmes politiques, on ne va pas s'ingérer, on va utiliser les pays voisins comme le médiateur de Burkina Faso, le président Blaise Compaoré, et puis on voit bien que la France fait pression pour qu'il y ait des élections absolument au mois de juillet. Pourquoi ? Parce que les élections, ça veut dire l'argent de toute la communauté internationale. Il y a un certain nombre de pays, ce n'est pas le cas de la France, qui disent que tant qu'il n'y a pas d'ordre constitutionnel dans ce pays, tant qu'il n'y a pas de nouvelles élections, un président reconnu, on ne mettra pas un dollar, parce qu'il s'agit plutôt des Américains. Donc on annonce 3,2 milliards d'euros comme ça dans des grandes conférences de bailleurs de fonds. Promesse de dons. Sauf promesse de dons, sauf que au final, personne ne met l'argent sur la table. Donc la France, à mon avis, a été les mains déjà dans le cambouis sur le plan militaire, et vous allez voir sur le plan politique, la France est en train d'accueillir tous les candidats à la présidentielle de juillet qui sont en train de faire la tournée à Montreuil, on dit la deuxième capitale, c'est pas une réalité du Mali, et donc les types sont là à Paris, et la France va être happée complètement dans les problèmes du Mali, les problèmes de toute la région. On en reparlera, vous verrez, dans 3-4 mois, et au bout de 3-4 mois, ça va être l'ingérence française dans toute la région qui se posera problème. Mathieu Guider, est-ce que le Tchad, ça m'intéresse aussi aujourd'hui, est-ce que le Tchad et le Niger peuvent être déstabilisés ? Le président Issoufou a dit qu'apparemment une attaque était prévue aussi sur le Tchad, une attaque qui aura peut-être, semble-t-il, été déjouée. Est-ce que le président Déby est aujourd'hui menacé aussi par ces terroristes, ces djihadistes ? Alors, on va peut-être mettre les pieds dans le plat. Tous ces États n'ont rien de vraiment démocratique, au sens propre. Je veux dire, le président tchadien
Ça fait 30 ans, combien? 40? 1990. Voilà, ça fait 30, ça fait en gros 23 ans qu'il est président de ce pays. Il a échappé à je ne sais combien de coups d'État. Le dernier était, il a mis en prison en février de 2008. Voilà, notamment il a les récemment... forces françaises d'ailleurs étaient intervenues pour empêcher les rebelles d'aller jusqu'à Djamena. Notamment, donc lorsqu'on dit ces États vont être déstabilisés, ces États à la base sont très fragiles politiquement, sont très fragiles socialement, économiquement, et leur gouvernance est très mauvaise à la base. Donc, n'importe quoi peut les déstabiliser en réalité, a fortiori s'il y a une intervention militaire de l'ampleur qu'on a vue et qui va dispatcher dans les pays trois types en fait, de dangers. Il y avait le trafic de drogue, il y avait le trafic d'êtres humains, et il y avait le trafic d'armes, et il y avait des djihadistes. Donc, vous mettez une bombe là-dedans, ça a été très bien décrit, vous faites exploser, en fait, les gens, ils ne vont pas rester à attendre, donc ils se reconstituent. Donc aujourd'hui, on a de nouveaux trafics qui se reconstituent, à la fois de drogue, d'êtres humains, etc., sur tous les États. Donc tous vont être déstabilisés sur le moyen terme, c'est une évidence. Mais il faut quand même dire que le président Idriss Déby du Tchad et celui dans la région, puisque justement, il a un certain nombre, il y avait 600 soldats tchadiens qui sont montés au front avec les soldats français. C'est vrai que c'est lui dans la région qui connaît le mieux, qui a déjà lutté, qui connaît très bien, puisque lui-même est un ancien rebelle qui a lutté à un moment donné, quand il était au Front de Libération Nationale du Tchad, contre les Français. Donc vous voyez comment l'histoire tourne. Donc c'est vrai que de tous les pays de la région, le Tchad est celui qui est le plus stable, parce que c'est tenu du main de fer. Et puis surtout le Tchad, Samuel Laurent, il va peut-être pouvoir compter quand même sur les forces françaises. Si jamais le président Déby était attaqué, ça serait un renvoi d'ascenseur, je pense, qu'attend le président Déby. Oui, mais je crois qu'il aura sans aucun doute. Oui, bien sûr, mais en ramenant le problème de façon plus régionale, moi, ce que j'entends depuis tout à l'heure me fait quand même un petit peu, enfin, ça me surprend un petit peu, c'est l'histoire des attentats ponctuels. On a l'impression, voilà, vous comprenez... On est pris à tel endroit, donc on va ailleurs, c'est évident, etc. Bon, soit, mais si on n'a pas de sanctuaire, moi je reviens à la première question, excusez-moi, je suis un petit peu naïf, mais je reviens à la toute première question. Si on n'a pas de sanctuaire... Il n'y a pas de sanctuaire. Mais s'il y a un sanctuaire, excusez-moi, et ça me paraît être une évidence, quiconque connaissant un minimum la région vous dira qu'il y a des canaux entiers aujourd'hui entre le Niger, justement, le Niger, cible actuelle, et la Libye. Enfin, écoutez, je veux dire, là je fasse un débat sur la Libye. Non, mais c'est pas un débat sur la Libye, c'est un débat sur le Sahel. Moi, quand on me parle du Tchad, par exemple, le Tchad, qui est intimement lié au problème libyen, justement, puisque, par exemple, les Tobous, aujourd'hui, qui sont le dernier vrai bastion anti-djihadiste dans le pays, dans le Fezzan, craignent énormément pour l'infiltration des djihadistes, etc. On se rend compte que dans toute cette région, il y a une interconnexion énorme. Et personne n'en parle. Aujourd'hui, on a l'impression qu'il y a eu une petite bombe et que, ma foi, le Niger, voilà, c'est une petite frappe ponctuelle. Il ne peut pas y avoir de frappe ponctuelle s'il n'y a pas de base arrière. Alors je poserai justement la question sur la base arrière. On va parler de la Libye aussi et de l'intervention finalement française en Libye. Est-ce que c'était une erreur? Je sais, Samuel Laurent, que vous dites que s'il y avait une irresponsabilité, vous dites, de la part de l'ancien président Nicolas Sarkozy, et finalement que François Hollande, lui, n'avait pas le choix et qu'il a hérité de cette situation. On en parlera dans la seconde partie de nos débats. Vous me direz si vous êtes d'accord. À tout de suite. Ce soir par Julien Fanchouli. La seconde partie de notre débat, 5 jours après les attaques au Niger, Laurent Fabius s'est rendu à Niamey. Le chef de la diplomatie française a confirmé bien que les terroristes venaient du sud libyen, où ils semblent avoir trouvé refuge après l'intervention militaire française. On écoute le chef de la diplomatie française, c'était ce mardi dans la capitale nigérienne. Donc. On dit souvent, c'est exact, que le sud de la Libye, les grandes parties de la Libye, peut servir de refuge à des groupes terroristes. Il faut que l'ensemble des pays limitrophes agissent de concert. Ça signifie que la Tunisie, ça signifie que l'Algérie, ça signifie que l'Égypte, ça signifie que le Tchad, ça signifie que le Niger, peut-être même le Soudan. En tout cas, l'ensemble des pays rassemblent leurs actions et, bien sûr, la France est et sera à leur côté.
Samuel Laurent, vous dites dans votre livre que la plus grave erreur, finalement, ça a été l'intervention française en Libye. Vous parlez même de l'irresponsabilité de Nicolas Sarkozy. Bien sûr. Pour ça, il y avait une multitude de raisons pour lesquelles cette intervention était mauvaise, autant au nord qu'au sud. Mais pour se concentrer sur le sud, on peut dire que ça a entraîné une chose que personne ne conteste aujourd'hui, à savoir un exode massif des Touaregs, qui étaient les alliés naturels de Kadhafi, vers un autre sanctuaire, qui était leur sanctuaire de l'Adrar, au Mali. Ils sont partis avec armes et bagages. Il faut savoir qu'ils avaient une énorme quantité de matériel militaire, etc. Et c'est ce qui a précipité justement l'invasion islamiste. Mais le problème, c'est que c'est une cascade de mauvaises décisions qui font qu'aujourd'hui, il y a eu Serval pour déloger ces mêmes islamistes. Et puis, comme c'était une erreur, Serval ? C'était peut-être une solution Il aurait très mal fallu gérée. laisser, Non, mais c'était une solution très mal gérée. Quand on part en guerre, même si c'est pour une bonne cause, il faut avoir un plan de sortie. Et en l'occurrence, on savait dès le départ, et les islamistes le savaient aussi, c'est ça, on savait dès le départ que quand on frapperait le Nord Mali, ces gens trouveraient un refuge immédiat dans le sud-ouest de la Libye, qui est devenue une véritable zone de non-droit, dans laquelle personne n'a la moindre autorité. Et qui plus est, dans un pays entièrement couvert par un gouvernement central qui n'acceptera jamais une frappe, une intervention étrangère de quelque façon que ce soit. Il faut savoir qu'à Bamako demandait à corps et à cri l'intervention française. Tripoli, il y a un raz-de-marée islamiste aujourd'hui à Tripoli. 2013, c'est l'année de l'islamisme politique, mais de l'islamisme radical en Libye. Mais c'est étonnant parce que les dernières élections quand même en Libye n'ont pas donné justement de majorité justement à ces islamistes. Et d'ailleurs, on en était plutôt, les Occidentaux en étaient plutôt satisfaits en disant que c'était pas comme dans les autres printemps arabes, la Tunisie, c'était une mascarade. l'Égypte. Il y a eu d'abord des résultats qui étaient sensiblement équivalents entre l'Alliance des forces nationales de Djibril, qui était beaucoup moins libéral qu'on le disait, et puis les frères musulmans. Et puis d'un autre côté, il faut voir qu'il y a eu 50% de taux de votants. Le reste, et ça on le sait en Libye, c'était une majorité de salafistes, de gens qui considéraient que la démocratie, que le fait d'aller voter, c'était haram. Et aujourd'hui, il y a des blocs parlementaires qui se sont créés, qui sont des blocs extrêmement puissants et extrêmement radicaux. Donc, bien évidemment, la Libye, aujourd'hui, ne tolérerait en aucun cas une frappe contre des djihadistes dans le sud. Donc, ils ont aujourd'hui un sanctuaire qui est infiniment meilleur que celui qu'ils avaient au Nord Mali. Gérard Charlier, alors vous dites que l'intervention militaire au Mali, elle était nécessaire. Par contre, pour l'intervention en Libye, est-ce que vous pensez aujourd'hui, avec du recul, que c'était justement une erreur ? Non, mais sans recul, moi j'étais totalement contre dès le début. Je trouve que c'est une foucade du président Sarkozy, ou qui n'a absolument pas mesuré les conséquences. Je suis bien sûr que je n'étais pas pour le régime de M. Mouammar Kadhafi. Enfin, le mandat du Conseil de sécurité, c'était on protège Benghazi, on protège en somme une partie de la population. On a largement dépassé ce mandat, ce qui fait que les Russes et les Chinois ont été cocus dans l'affaire, d'où aujourd'hui leur acharnement sur la Syrie. Et à mon avis, tout ceci, ce sont les dégâts collatéraux de l'affaire libyenne. Ou entre parenthèses, qu'est-ce qu'on a comme régime aujourd'hui? Si c'est pour changer une dictature, pour en avoir une autre avec une coloration différente, bon, très intéressant. En tout cas, en ce qui concerne l'opération Serval, bon, elle a été menée in extremis. Bon, quand on mène quelque chose d'in extremis, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Dans l'ensemble, ils se sont assez bien débrouillés sur le plan strictement militaire, parce qu'il y a toujours les gens qui vous diront qu'ils ont la solution idéale, que s'ils avaient été là, ils auraient tout réglé. Bon, maintenant, effectivement, les conséquences dans la zone, il y en a, parce que d'emblée, de la Mauritanie jusqu'au Tchad, il y avait un terreau. Mathieu Guidère, comment faire pour éradiquer aujourd'hui ces terroristes ? Non, mais moi je conteste déjà je ne suis pas là pour refaire l'histoire. L'intervention en Libye a eu lieu. Et elle n'a pas eu lieu par la volonté de Sarkozy uniquement, d'abord. Mais vous êtes avec l'OTAN, elle a eu lieu avec les Britanniques, elle a eu lieu avec les Américains. C'est l'OTAN tout entier qui s'est engagé dans cette affaire. La France n'aurait rien pu faire en Libye toute seule. Il est le déclencheur. Non, vous pouvez pas le déclencher quand même. Mais en tout cas, on ne va pas refaire l'histoire aujourd'hui. La situation est celle-là. Mais vous, par exemple, sur la Libye, vous dites on a eu raison d'y aller en Libye. Moi, je ne laisserai pas des gens se faire massacrer à Benghazi, non. Mais écoutez, il y a eu 30 000 morts en Libye. Ça, c'est autre chose. Il faut quand même planifier un peu les choses. On ne peut pas se lancer en guerre. On va pas refaire le débat sur est-ce que l'intervention libyenne est possible ou non. Aujourd'hui, il y a un état de fait. Il y a un état de fait. Ce que je conteste, c'est de dire que l'État libyen finance des terroristes ou soutient des terroristes, ou envoie des terroristes. Ça, c'est faux. Renseignez-vous. C'est faux. Il n'y a pas un seul. Ou alors, il faut donner des noms à la Cour pénale internationale. On fera immédiatement
et si vous avez des noms particuliers, précis, d'officiels, de responsables libyens qui financent du terrorisme, c'est facile, hein, c'est très rapide. Écoutez, hors antenne, vous venez de me conseiller de rester plus prudent pour retourner en Libye. Pour ne me votre demandez sécurité, pas maintenant oui. de mettre des noms, en privé. Non, mais tout le monde sait aujourd'hui qu'il y a des sanctuaires dans le sud. Vous pouvez continuer de nier la réalité. Je vous conseille simplement je connais très bien la Libye. De vous rendre à Oubari ou de vous rendre à Gat et vous verrez de vos yeux, vous pourrez même parler aux gens du Mukhabarat local qui vous expliqueront, des services de renseignement locaux, qui vous expliqueront eux-mêmes qu'il y a en effet des camps d'entraînement qui sont des camps d'entraînement d'Algériens, des camps d'entraînement de Touaregs, qui sont des ex-dents de sardines du Moujao et d'Aqmi. Et voilà, ces gens sont là. Maintenant, en effet, on peut continuer à dire que cette table est noire et voilà. Non, là, c'est des affirmations graves. Je suis désolé, on ne peut pas dire que la Libye aujourd'hui est un sanctuaire terroriste. C'est vraiment grave. Non, Antoine Glaser. Moi, je suis. Antoine Glaser. Moi qui suis toujours au-delà du bien et du mal. Ça, je suis ni pour ni contre. Bien au contraire. Mais c'est vrai que l'intervention en Libye en tant qu'observateur, c'est vrai que ça a vraiment déstabilisé une région, toute une région. C'est vrai qu'il ne faut pas. Ça se disait pas en Afrique, mais c'est vrai que le président Mamadou Tandja et je veux dire tous les présidents de la région, ils géraient difficilement leurs relations avec le grand frère algérien sur le plan sécuritaire qui avait exporté ces islamistes radicaux, ces djihadistes d'Aqmi dans les pays voisins, et en même temps le grand frère financier qui avait les valises de billets, qui était le colonel Kadhafi. Plus, évidemment, les Touaregs qui étaient dans son armée, effectivement, qui sont rentrés, ça a été mieux géré du côté du Niger que du côté du Mali. En plus, avec le rôle quand même ambigu de l'Algérie, parce que si vous regardez une carte, vous verrez bien qu'il faut quand même du carburant pour aller de la Libye, pour aller jusqu'au Mali, au Niger. Donc, je veux dire, c'est vrai que ça a été un déclencheur de déstabilisation régionale, même s'il y avait un certain nombre de problèmes dans la région. C'est vrai que, voilà, il y avait ce truc-là. Pour départager Samuel Laurent et Mathieu Guibert, vous qui... Ah non, mais moi, je sais pas. Mais voilà, l'histoire de savoir. Mais non, mais la Libye est un pays. Est-ce qu'il y a des soupçons comme quoi les dirigeants libyens soutiennent les islamistes? Franchement, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que le régime libyen contrôle, qui contrôle quoi en Libye? Je veux dire, c'est ça le problème. Vous avez les Toubous qui sont au sud. Un jour, il y aura aussi des problèmes parce qu'il ne faut pas, ça, même au niveau du Tchad. Donc, je veux dire, c'est qui réellement contrôle quoi en Libye? C'est ça le problème réel. Je voudrais simplement dire qu'effectivement, la Libye, c'est un État qui n'est pas contrôlé. Le chef de l'État lui-même le sait parfaitement, puisqu'il y a des milices qui... Exactement. Ceci dit, à l'intérieur de la Libye, il y a effectivement des djihadistes qui librement peuvent circuler dans la mesure où ce type de frontière ne se contrôle pas aisément. Puis voilà, c'est tout. Et ils sont partie prenante, disons, du désordre général. Voilà. Alors on a ce tweet d'Abdoulaye Diarra qui dit « N'oublions pas que le Mali était au bord du gouffre en janvier, donc l'intervention a servi. » Et puis il a fait un pas en avant, c'est ça ? Et puis voilà, et puis il y a cette question de Ibrahim Saleh Ansari qui dit « Un élargissement de l'opération Serval vers le Niger, après les derniers attentats à Agadez et Arlit, est-il envisageable ?» Non. Oui, à mon avis, c'est là où la France va se trouver de plus en plus impliquée. À partir du moment où il y a ces gisements d'uranium qui sont vraiment un intérêt stratégique pour la France, on répète, mais c'est vrai que ce n'est pas simplement de l'uranium civil pour les centrales nucléaires d'Areva. Quand ils vendent une centrale, ils ont besoin d'assurer le carburant de l'uranium enrichi à leurs clients. Mais en même temps, c'est de l'uranium militaire. On ne le dit pas souvent, mais c'est de l'uranium. Ça veut dire l'armée française a besoin de l'uranium du Niger pour la force de dissuasion française. Donc la France, bien évidemment, qu'il n'y a pas simplement les sociétés de sécurité privées, il y a des sociétés aussi, les forces spéciales françaises, du COS, des commandos des opérations spéciales. C'est ça qui est inquiétant, le fait qu'ils aient pénétré, même si c'est un attentat suicide. Ah oui, vous voulez dire alors qu'il y avait déjà des forces spéciales mais c'était françaises. L'endroit le plus surveillé du Niger. Donc je pense que la France, même si ça se fera discrètement, c'est comme quand on dit qu'il y aura 1000 soldats des forces spéciales qui vont rester au Mali, il y aura bien évidemment, les gisements vont être protégés, il va y avoir des militaires français impliqués au Niger d'une façon clandestine, certainement, pour pas gêner la souveraineté de la région et la souveraineté de l'Algérie, qui est en ce moment avec leur président qui est malade. Je veux dire, il y a un affaiblissement général dans la région.
Samuel Laurent, est-ce qu'on peut imaginer l'opération Serval finalement se déplacer? Là, on voit des militaires qui rentrent au pays, mais est-ce qu'on peut imaginer un redéploiement et un retour des militaires justement pour le Niger? On a des intérêts français, l'uranium. Non, mais je crois que là, ce serait exactement rentrer dans le jeu des islamistes. Enfin, c'est ce qu'on a fait depuis. C'est ce qu'il faut ne pas faire. Voilà, c'est ce qu'on a fait depuis très longtemps. Mais dans ce cas-là, c'est l'enlisement complet et absolu, c'est-à-dire qu'ils nous drainent. On met un pied, enfin, on met une main et ils nous tirent tout le bras. Donc, bien évidemment, j'espère que c'est pas envisageable. Mais il faut voir qu'après l'irresponsabilité, comme on disait, de la Libye, après quand même les erreurs tactiques, au moins si on peut dire ça, du Mali, qui fait qu'on a laissé... excusez-moi, mais on a laissé d'autres ouvertures pour que les djihadistes puissent s'y réfugier. Malheureusement, c'est pas inenvisageable, mais ce serait une erreur dramatique. Parce qu'elle ne sera pas faite. Je pense pas non plus. Je pense pas non plus. Jean Chalian, vous n'y croyez pas? Non. Mathieu Guidère, vous y croyez? L'extension de l'opération Serval, non. Mais par contre, un appui aux États de la région qui en ont besoin, sous forme de forces spéciales et autres, est nécessaire parce que ces États ne sont pas formatés pour lutter contre les forces spéciales, justement, je crois que le problème, c'est que les forces spéciales dans ce genre de configuration, dans ces pays aussi vastes, ces déserts, etc., et dans des régions qu'on maîtrise très mal, parce que dans le fond, le renseignement, c'est pas le renseignement classique, c'est pas les drones, etc. C'est des réseaux d'informateurs, dans les petits villages, chez les commerçants, etc., qu'on n'a pas, qui travaillent pour AQMI, qui pourraient travailler pour la France d'ailleurs, mais qui en l'occurrence, parce qu'on a une politique de renseignement qui est aux antipodes de ça, qui ne travaillent pas pour nous. Je crois que dans ce genre de pays, c'est extrêmement difficile d'appuyer les États de la région. Même si on leur fournit des moyens militaires, on peut très bien, parce que vous voyez, il y avait le COS, comme disait Antoine, il y avait le COS au Niger, il n'empêche qu'on a pris une claque monumentale. On avait les commandos sur place, on a fait Serval, et le message d'Al-Qaïda, c'est, écoutez, aujourd'hui, on peut encore déstabiliser les États de la région parce qu'on peut frapper les casernes à Agadez, et on peut vous frapper au cœur parce qu'on peut aller taper à Reva directement. Et pour ça, on a besoin de quoi ? Est-ce qu'on a besoin d'argent? Est-ce qu'on a besoin de moyens? On a besoin d'infiltrer les villages. Vous êtes d'accord avec ça, Mathieu Guidère? Il y a un problème au niveau de nos renseignements. Il y a les Américains qui ont mis leur poids dans la région. Ils ont ouvert une nouvelle base militaire au Niger, à quelques kilomètres d'Arlit d'ailleurs, où il y a des forces spéciales américaines également, où il y a un centre de renseignement de drones. C'est pas n'importe quoi. Un drone, ça peut détecter jusqu'à ce verre d'eau. Oui, mais qu'est-ce qu'ils vous disent que pense le verre d'eau? Le verre d'eau vous dit que lorsqu'il y a un type avec une Kalachnikov, tout le monde a des Kalachnikov, etc., tout le monde a des Kalachnikov là-bas. Donc on a... Attendez, Mathieu Guidère, vous voyez ce que je veux dire? Non, pas tout le monde. Tout le monde dans le Niger a une Kalachnikov, à Dirkou, à Arlit, etc. Attendez, quand vous vous baladez dans le désert... Antoine Gazère, tout le monde est-ce que tout le monde a une Kalachnikov au Niger? Quand vous vous promenez dans le nord, dans le nord du Niger, excusez-moi, vous prenez une escorte. Vous prenez une escorte. Vous voyez, on prend des escortes. Tout le monde a une Kalachnikov, oui ou non, au Niger, Antoine Gazère? Évidemment, qui n'a pas sa Kalachnikov? Non, mais c'est vrai qu'il y a des moyens, mais même les Américains... On prend des escortes. Moi, enfin, je veux dire, encore une fois, en tant que journaliste, un observateur, mais s'il n'y a que les pays de la région, il n'y a qu'une coordination des pays de la région, il n'y a qu'eux qui connaissent effectivement dans les villages et autres. Et c'est vrai que de l'extérieur, la France aura beaucoup de difficultés à faire quoi que ce soit. Les drones, c'est la leçon de l'Afghanistan, à mon avis, c'est la leçon de l'Irak. Ça sert à rien les drones. Bien sûr, je dis pas que ça sert à rien. Parce que la France, elle manque de drones, d'après ce que j'ai cru lire récemment, et qui cherche justement des drones américains, chez les Américains. Mais dans un pays comme celui-là, ça ne sert à rien. Dans un pays comme celui-là, c'est le renseignement. Et les gens vous le diront, je veux dire, les gens sur place vous le diront. Pourquoi est-ce qu'on arrive à enlever les otages français? Simplement parce que les gens sont renseignés. Et ça ne demande pas des efforts. Jean-Charles, comment éradiquer ce problème quand même de terrorisme? On a l'impression que ça fait tache d'huile, ça fait des années peut-être ça existe, mais en tout cas aujourd'hui, on a l'impression de la Libye, aujourd'hui le Mali, dans le sud libyen. C'est le développement, c'est une question de développement aussi. Gérard Chalian, comment éradiquer? Quelles sont les possibilités aujourd'hui qui s'offrent à nous? Antoine Glaser nous dit la coordination entre les pays africains, il ne faut pas trop mais des pays voisins, il n'y a que les pays voisins. C'est pas la France non plus d'intervenir sans des pays voisins. Ça ne s'éradique pas. Voilà, c'est clair. Ça ne s'éradique pas. Oui, enfin, écoutez, moi, il y a 50 ans que je suis sur 50 terrains, ça ne s'éradique pas. Bon, ça s'affaiblit. Pour l'affaiblir, il faut des renseignements humains. Ça, c'est vrai. Tout à fait. Donc vous êtes d'accord avec Samuel Laurent? Bien sûr, on manque de renseignements humains. Censés, on est d'accord. C'est parce que hier, il a dit que il n'a pas voulu reconnaître que le nord du Sahel, c'était sous-peuplé. On s'est un peu engueulé là-dessus. D'accord. Mais alors là, vous êtes d'accord? Ça nous a quand même mis une sacrée épine dans le pied, vous en conviendrez, même sous-peuplé. Allez, on arrive à au terme de ce débat. On revient. Ensuite, comme vient de le dire très très bien Glaser,
à la limite, ça s'arrange avec le développement. On n'en est pas là. Ouais. Les moyens n'ont pas été mis en œuvre. Il y a 50 ans que ces États sont indépendants. Le bilan est plus que modeste. Voilà ce qu'il faut dire. Donc, on aura des problèmes. Ceci dit, c'est pas ça qui va déstabiliser le monde. Le véritable statu quo, il s'est modifié parce que la Chine, parce que l'Inde et un certain nombre de réémergents savent faire ce que nous étions les seuls avec les Japonais à savoir faire. C'est ça qui compte. Et pendant 20 ans ou 15 ans, on s'est amusé. Disons que nous nous sommes focalisés sur le terrorisme comme si c'était la chose principale du monde, alors que c'est marginalement une très grosse gêne, que ça cause beaucoup d'argent, mais c'est pas ça qui change le monde. Voilà. Vous êtes d'accord avec ça Oui, ce n'est pas une menace stratégique. C'est pas une menace stratégique. C'est une menace stratégique à petite échelle. Voilà, mais ceci étant dit, il a raison sur le. Bien évidemment, comparé à la Chine ou à l'Inde ou au BRICS, etc. Ça ne va pas arrêter Arlit. Pour ceux qui s'inquiètent pour Arlit, ça ne va pas arrêter l'exploitation d'uranium. Ça ne va pas bouleverser l'économie française. Ça ne va pas bouleverser le rapport de force dans cette région du monde de ce terrorisme. Voilà. Donc, il faut le traiter comme il est. D'accord. Juste un dernier mot. Un dernier. À ceci près que si jamais ce terrorisme en question remonte vers les côtes depuis le Sahel, et on n'en est pas loin avec une Libye qui est en ruine, je suis désolé, mais on n'en est pas loin, et à ceci près que s'il remonte vers la Méditerranée, les filières sont directes. Non, mais les filières sont directes, je vous assure, pour les avoir fait pendant un an et quelques, les filières sont directes. Voilà. Et là, il y a un vrai risque pour l'Europe, il y a un vrai risque pour la France d'attentats directement frappant notre sol. Ouais. Merci à vous. Merci à tous les quatre pour ce débat passionnant et passionné. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous retrouve demain. 19h10, on parlera du mariage homosexuel avec le premier mariage homosexuel. C'est demain à Montpellier. C'est à suivre en direct sur France 24. Très belle soirée. À demain, 19h10.